Je m'appelle Clark Hartwell. J'ai 49 ans. J'ai un peu de gris sur les tempes et je gère le burk sur la rue principale à Camden, en Caroline du Nord. Les gens d'ici l'appellent encore Edwin S., même s'il est parti depuis 7 ans. Je ne les ai jamais corrigés, ça semble plus honnête comme ça. Edwin Burke a commencé la boîte de pâtisserie du soir. Il disait que le monde avait besoin de plus de pain et de moins de grands discours. Il chargeait une boîte en carton avec ce qui restait, la posait près des marches et retournait le panneau. Pas de drame, pas de bannière caritative, juste une façon silencieuse de nourrir quelqu'un qui ne voulait pas demander. J'ai continué à le faire, non pas parce que je suis noble. Ça me permet de garder les mains stables et m'empêche de perdre la tête. À l'intérieur, l'endroit sentait la cannelle et le beurre. Doux et rassurant. Le genre d'odeur qui s'accroche à vos vêtements et calme vos nerfs. J'ai fait un dernier tour de la salle à manger, j'ai passé un chiffon sur le comptoir et j'ai cherché sous la caisse enregistreuse le cahier à spirale qu'Edwin appelait le « livre des petites choses ». Il l'a commencé il y a une vingtaine d'années. J'ai rempli 38 pages depuis, notant des choses comme le café offert, des muffins supplémentaires pour le refuge, et le vétérinaire près de la rivière à qui je donne du pain de maïs quand il monte la colline. Certaines notes sont de ma lourde écriture en capitales. Quelques-unes sont de la vieille écriture d'Edwin, vive et rapide, comme s'il n'avait jamais prévu qu'on se souvienne de lui. Alors que je me penchais pour glisser le dernier plateau de petits pains dans un sac en papier, j'ai entendu la voix familière de Travis Pike. Il s'appuyait sur la balustrade comme si l'endroit lui appartenait. Joli coup de pub, a-t-il dit en hochant la tête vers la boîte de pâtisserie. J'imagine que ça t'achète une auréole de saint par ici, hein? Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste continué à essuyer le comptoir. Travis était le genre de type qui se nourrissait des réactions. Il se fichait que vous l'aimiez, juste que vous le regardiez. Il a allumé une cigarette, l'a laissé pendre à sa lèvre comme un cure-dent, et a continué. De la bouffe pour se donner bonne conscience, c'est comme ça que je l'appelle. Je parie que tu dors bien après avoir donné des beignets rassis aux sans-abri. J'ai claqué le chiffon durement contre le bord du comptoir, lui ai fait un signe de tête, juste pour faire savoir à l'air que j'en avais assez d'écouter. Effectivement, après quelques marmonnements supplémentaires et sans prise, il s'est éloigné dans la rue comme il le faisait toujours. Irene disait que j'étais trop calme, qu'un jour j'exploserais à force de tout retenir. Elle a dit ça avant de disparaître avec notre fille, me laissant un mot au dos d'une liste de courses. Ne cherche pas si tu aimes. Notre fille avait 5 ans. C'était il y a 24 ans. J'ai touché le Polaroid qu'elle avait pris de moi, scotché derrière le comptoir. J'ai l'air jeune dessus, plein d'espoir. Nous venions d'ouvrir le dîner, à l'époque. Je me souviens de son sourire. Je me souviens du roulé à la cannelle que je lui avais donné, chaud sorti du four, encore fondant au milieu. Elle a dit que ça avait le goût d'un câlin. Maintenant, je passe un pain de maïs à mademoiselle Di du garde-manger de l'église. Je fais un signe de tête à un jeune homme en sweat à capuche qui attend près de la ruelle. Il ne dit jamais grand-chose, prend juste ce que je lui tends et disparaît. Pas de questions, pas de jugement. C'est le code par ici. Je fais un dernier passage, j'éteins la lumière de la vitrine à tarte et je frôle la photo d'Edwin. Il tient un pain comme si c'était quelque chose de sacré. Je pose 2 scones gratuits dans la cloche en verre près de la porte. Le vent la fait vibrer une fois comme pour dire bonne nuit. Puis j'éteins les lumières, je verrouille la porte derrière moi et je rentre chez moi sous le même lampadaire vacillant qui n'a jamais été réparé. Je pliais le sac en papier pour le fermer quand le perron a craqué plus fort que d'habitude. J'ai levé les yeux et j'ai vu un gamin monter lentement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit. Casquette basse, manches trop courtes, les bras enroulés autour d'une boîte à recettes en métal cabossé qui semblait peser plus lourd que lui. « C'est vous, Clark ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois, toujours derrière le comptoir. Il a posé la boîte comme si elle pouvait exploser si on la manipulait mal. Je m'appelle Miles. Maman a dit de vous apporter ça. Je n'ai pas bougé tout de suite. La boîte avait un loquet comme une vieille caisse de munitions, cabossée et usée sur les bords. Même de là où je me tenais, je pouvais sentir la poussière de grenier et quelque chose d'épicé. De la noix de muscade ou peut-être de vieux clous de girofle. Je suis passé de l'autre côté du comptoir et je me suis accroupi à côté. Le loquet a coincé une seconde. Puis il s'est ouvert avec un clic fatigué. À l'intérieur se trouvaient des couches de fiches de recettes, certaines tachées de graisse, d'autres cornées, des intercalaires avec des étiquettes délavées,
et en dessous, nichée dans le creux d'un onglet marqué « Personnel », se trouvait une enveloppe avec mon nom dessus. Pas seulement mon nom et l'écriture d'Irene. Nette, droite, un peu penchée vers la droite, comme elle étiquetait les sacs de congélation. Je ne sais pas ce qui m'a frappé le plus fort, le nom ou la photo sous le couvercle. Elle était collée de travers sur le métal. Moi devant ce chariot à café déglingué que nous appelions Clark S. Cup, souriant comme si j'avais tout compris. Au dos, ma propre écriture. Et c'est le lot numéro 3. Plus de sucre brun. Tu as dit que ça avait le goût d'un câlin. J'ai ouvert l'enveloppe. Mes doigts étaient sûrs, mais mes entrailles semblaient être engelées. La lettre était datée de près de 24 ans. Papier long, plié une fois. L'encre n'avait pas beaucoup pâli. Elle disait qu'elle était désolée. Désolée d'être partie. Désolée d'avoir pris Martha. Désolée d'avoir cru ce que sa tête lui disait quand son cœur disait autre chose. Elle écrivait, j'entends des pas même quand je suis seule. Comme si la peur s'était installée dans sa peau. Elle n'a jamais envoyé la lettre, l'a juste pliée et l'a gardée avec les recettes. Sous la lettre se trouvait un bout de bloc-notes du Lakeview Motor Court imprimé avec un numéro de téléphone auquel je n'avais même pas pensé depuis 20 ans. Il y avait aussi un reçu de caisse plié serré autour d'un petit ticket de consigne bleue. Un box de stockage près de l'autoroute. J'ai regardé dans la boîte et pendant une seconde, tout autour de moi, murs, fenêtres, lumière, a basculé comme le pont d'un navire en pleine mer. C'est ma mère, Martha, a dit le garçon comme s'il lisait mon silence. Elle est au motel près de la rocade. Elle a dit de vous laisser lire la lettre d'abord. Je l'ai regardée, tache de rousseur, tendue, une chaussure délacée, et j'ai essayé de trouver ma voix. Comment as-tu eu la boîte? Il s'est gratté le cou. Mon arrière-grand-mère Agnès la gardait avec le beau linge. Ma tante Déborah l'a descendue la semaine dernière après que la conduite d'eau a éclaté. Elle a dit qu'il était temps, qu'elle devait dire la vérité maintenant. Il l'a dit comme s'il ne savait pas si la vérité était un cadeau ou une bombe. Où est-ce que vous logez? Ai-je demandé. Il a montré par la fenêtre avant, au-delà de la rue principale, et vers le vieux pont sur la rivière. Chambre 7. Maman ne veut pas encore entrer ici. Elle a dit, l'odeur de cannelle. Ça va la briser. L'air à l'intérieur en était épais. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. La mémoire n'a pas besoin de mots quand une odeur vous transperce déjà jusqu'à l'os. Je me suis levé lentement et je suis retourné au comptoir. Mes genoux n'étaient pas stables. J'ai ouvert le livre des petites choses et j'ai écrit, Miles, 22h47. A apporter la vérité. J'ai fermé le cahier. Ma main était ferme comme un roc. Mon estomac se retournait comme s'il avait avalé un moteur. Allons marcher, ai-je dit, attrapant deux roulés à la cannelle sur la grille et le thermos à moitié plein que je gardais pour mon trajet de retour. J'ai éteint les lumières et j'ai fermé à clé, retournant le panneau, même s'il n'y avait plus personne pour le lire. La clochette au-dessus de la porte a tinté une fois en sortant. Ça sonnait comme une pièce tombant dans un puits. Nous avons traversé la rue principale ensemble. Moi avec le thermos, lui avec les yeux fixés sur le trottoir comme s'il ne voulait rien effrayer. Je ne lui ai pas posé de questions. Le garçon en avait déjà fait plus qu'assez. Il a livré quelque chose que les adultes évitaient depuis des années. Tu aimes la cannelle, lui ai-je demandé à mi-chemin du pâté de maison. Il a haussé les épaules. Je l'aime bien quand ce n'est pas triste. Nous avons continué à marcher en silence après ça. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur le trottoir et le vent portait cette touche collante de l'automne quand l'air sent les feuilles écrasées et une légère fumée. Le même genre de nuit où Irene est partie. Je fermais aussi à ce moment-là. Je suis rentré chez moi pour trouver une cuisinière froide et un mot chaleureux qui me disait de ne pas chercher. J'ai cherché quand même. 17 mois à courir après des numéros de téléphone, à écrire des lettres, à me présenter à des adresses que les gens disaient être des impasses. Glenhart, son frère, m'a fermé la porte au nez à chaque fois. La mère d'Irene n'ouvrait même pas la porte moustiquaire. Et maintenant, ce gamin se tenait là, moins d'1,50 m, portant ce que tous les autres juraient ne pas exister. Nous avons tourné à gauche après le parking de l'église. La croix sur le clocher était rétro-éclairée par les étoiles, projetant une longue ombre vers le pont. J'ai vu la lueur néon bon marché du panneau du Lakeview Motor Court devant moi. 2 lettres en moins et vacillant. Chambre 7. Je pouvais sentir la lettre dans ma poche comme si elle pulsait.
Cette boîte à recettes était toujours posée sur mon comptoir comme si elle y avait toujours appartenu, comme si elle avait juste attendu que je sois prêt. Ta mère va bien, ai-je demandé à voix basse. Miles a hoché la tête. Elle juste. Elle ne pensait pas que vous seriez encore là. J'ai baissé les yeux sur lui. Ouais. Pourquoi? Il a haussé les épaules. Elle a dit que les gens disparaissent quand l'histoire devient trop lourde. J'ai laissé ça planer entre nous pendant 1 minute. Puis je lui ai tendu un déroulé à la cannelle. Elle avait tort sur ce point. J'ai dit que certains d'entre nous ne bougent pas, même quand le poids est lourd. Nous avons atteint le parking et nous nous sommes arrêtés devant la chambre 7. Une seule lumière de Porsche brillait au-dessus de la porte. Miles n'a pas frappé. Il a juste levé les yeux vers moi et a dit, elle est probablement en train de pleurer. Elle a dit qu'elle risquait de pleurer. J'ai hoché la tête et j'ai regardé ce numéro sur la porte comme si c'était quelque chose de sacré. Je n'ai pas encore levé la main. Vous êtes prêt? A-t-il demandé. J'ai baissé les yeux sur lui. Pas même un peu. Puis j'ai frappé quand même. J'ai frappé à la porte du motel et j'ai attendu. Ma main était encore en l'air quand l'ampoule du Porsche au-dessus de nous a vacillé et a sauté, comme le font les lumières quand le temps se gâte. Miles a levé les yeux au ciel, puis est revenu vers moi. L'orage arrive, ai-je pensé. Je le sentais dans l'air. Épais, pressant, électrique comme un vieux fil de cuivre sous des doigts mouillés. Je me suis reculé de la porte de la chambre 7 et j'ai dit, on reviendra. D'abord, je dois aller chercher quelque chose au dîner. Il n'a pas demandé quoi, a juste hoché la tête et s'est mis à mes côtés comme s'il l'avait fait toute sa vie. La marche du retour semblait différente. Le genre de calme qui signifie que quelque chose se prépare. Des nuages bas pesaient sur Camden, gonflés de ceux qui ne nous étaient pas encore tombés dessus. Je pouvais le sentir dans l'asphalte. Le tonnerre n'avait pas encore grondé, mais il était proche, arpentant. Nous avons traversé la ruelle derrière le dîner, et j'ai atteint le tableau électrique. Mes doigts ont parcouru le bord où j'avais gravé mes initiales il y a des années, quand j'étais juste un gamin à la plonge. Je garde la clé du générateur dans le seau à serpillière, ai-je dit en ouvrant le couvercle et en la sortant de sous une pile d'attaches et de vieux reçus. Juste au cas où le réseau lâcherait. Pourquoi ne pas la garder dans votre poche? A demandé Miles. Parce que les habitudes m'empêchent de m'effondrer, ai-je dit, sans prendre de gants. Il n'a rien répondu à cela, a juste regardé pendant que je vérifiais les bidons de carburant, testais l'interrupteur du panneau et passais une serviette sèche sur la boîte comme si cela comptait plus que ça ne le faisait. Nous avons fait le tour par l'avant, et en passant devant la vitrine, je me suis arrêté au mur de photos. À l'intérieur du verre, juste au-dessus du comptoir, il y avait Edwin. Une impression en noir et blanc, sans cadre, juste du ruban adhésif et du temps. J'ai posé ma paume à plat sur la vitre au-dessus de sa photo. C'est Edwin Burke, ai-je dit. Un grand homme, des mains comme du gravier, des yeux comme la miséricorde. Il m'a trouvé saignant de l'intérieur et m'a appris à faire du pain. Miles a regardé la photo. Jean, vous étiez blessé? Ouais, ai-je dit, mais pas du genre qui laisse une marque où les gens peuvent la voir. Edwin travaillait de nuit à l'usine. Puis il venait ici et cuisait jusqu'au lever du soleil. Pain, tarte, biscuits, tout ce qui gardait ses mains en mouvement. Chaque soir à 21h30, il emballait une boîte en carton et la laissait sur les marches arrière. Pas de sermon, pas de panneau. Les gens ont commencé à l'appeler le pain de nuit. Il disait qu'il apparaissait quand on en avait besoin et disparaissait avant que l'orgueil ne puisse discuter avec la faim. Je pouvais sentir le poids de cette boîte dans ma mémoire, encore chaude, enveloppée de silence. Edwin croyait que la nourriture pouvait faire taire les gens de la meilleure façon, donner à leur bouche quelque chose de mieux à faire que de cracher de la haine. Il m'a trouvé il y a 24 ans, ai-je dit. J'étais fauché, en colère, et je n'avais plus personne qui répondait au téléphone quand j'appelais. Il m'a donné un travail à la plonge. N'a pas demandé mon histoire. A juste montré l'évier. Miles est resté immobile, les yeux fixés sur la photo. On dirait que les gens auraient dû l'écouter. Ils l'ont fait, ai-je dit. Juste pas assez vite. Edwin m'a appris la pâte, m'a appris le timing, m'a appris comment on peut mettre de l'amour dans quelque chose et le donner à un étranger, et ça compte quand même. Après environ 6 mois, il m'a laissé faire le pain de maïs. Après 1 an, il m'a donné les clés. N'a pas dit félicitations, ai-je dit. A juste laissé tomber les clés dans ma paume et a dit, garde ça propre.
Miles a levé les yeux. C'est tout? Ouais. La meilleure promotion que j'ai jamais eue. Nous sommes entrés par l'arrière juste assez longtemps pour que je puisse prendre le manuel du générateur et une lampe de poche. Je me suis arrêté à la caisse, j'ai cherché en dessous et j'ai de nouveau sorti le livre des petites choses. Page 39. La vieille écriture d'Edwin s'effaçait maintenant, tachée par des années de déversement de café et de poussière de farine. Juste au-dessus d'une note de pain aux bananes maculées, il avait écrit « La générosité est un intérêt qui se compose ». Je n'ai pas compris ça quand je l'ai lu pour la première fois. Je pensais qu'il voulait dire les pourboires. Maintenant, je savais mieux. La gentillesse s'additionne. Pas tout d'un coup. Mais elle le fait. Miles a montré le cahier. C'est le sien. Ça a commencé avec lui, ai-je dit. C'est le mien maintenant. L'héritage ne compte que s'il continue à bouger. Il a dit ça aussi? Non. C'était dans la lettre qu'il m'a laissée avec l'acte de propriété. Edwin est mort il y a cet été. Un avocat est entré avec une enveloppe Kraft, a dit que c'était à moi maintenant. A dit qu'Edwin ne voulait pas de cérémonie. Il voulait juste que ça continue à fonctionner. J'ai vu ça sur le visage du gamin. L'idée que quelqu'un puisse confier tout le travail de sa vie à une autre personne sans rien demander en retour. Il était encore assez jeune pour penser que les gens voulaient toujours quelque chose. Edwin savait ce dont j'avais besoin avant moi, ai-je dit. Il m'a rendu ma dignité alors que le monde disait que je ne la méritais pas, nous sommes sortis par la porte latérale dans la rue qui s'assombrissait. La répétition de la chorale était terminée à l'église. Nous avons croisé quelques paroissiens avec des plats à gratin et des recueils de cantiques. Certains ont fait un signe de la main. Miles tenait le thermos comme si c'était son travail. « Vous avez déjà pensé à partir ?» a-t-il demandé soudainement. « Tout le temps, ai-je dit. Mais pas depuis que j'ai repris cet endroit. » J'ai jeté un coup d'œil en arrière vers le dîner. C'est la seule chose que je n'ai pas perdue quand Irene est partie. Tout le reste est allé en enfer, mais la cuisine était toujours chaude. Nous avons tourné dans la rue Maple, en direction du pont. Les nuages d'orage étaient maintenant superposés en couches épaisses, sombres sur plus sombres. Un grondement sourd a roulé au-dessus de nos têtes. Miles a marché plus vite, comme si le poids de ce qu'il portait commençait à se faire sentir. Devant, j'ai vu le panneau du Lakeview, vacillant et à moitié mort, comme s'il ne s'était jamais vraiment réveillé depuis la fin des années 80. Seules les lettres « Vacancy » s'allumaient. La lettre dans ma poche aurait aussi bien pu être une brique. Lourde d'une manière différente de la boîte à recettes, mais le même genre d'encre. L'une vous tire vers le bas. L'autre vous empêche de vous envoler. Tu as peur, ai-je demandé, sans le regarder. Il a donné un coup de pied dans une pierre sur le trottoir. Un peu. Maman a dit que c'est normal d'avoir peur et de quand même marcher vers quelque chose. Un gamin intelligent. Quand nous avons atteint le parking, j'ai ralenti, plissant les yeux vers la chambre 7. Un rideau a bougé derrière la fenêtre. Elle regardait. Elle savait que j'arrivais. J'ai besoin d'une seconde, ai-je dit. Miles a juste hoché la tête et a marché devant, tapotant légèrement à la porte avant de se glisser à l'intérieur. Je suis resté là, seul, avec l'orage qui pesait et le néon qui bourdonnait derrière moi. Edwin disait toujours que le pain rendait les choses plus claires. Je n'avais pas de pain dans les mains à ce moment-là, mais j'avais une raison de frapper, et ça devait suffire. La porte de la chambre 7 était déjà entr'ouverte quand je suis monté. Pas grande ouverte, juste assez pour que quelqu'un à l'intérieur voie qui arrivait et décide quoi faire. Un coin d'une valise rigide dépassait près du mini-frigo. Une paire de ballerines bleu marine était posée côte à côte sur le paillasson comme si elles avaient été placées là avec intention. Ma bouche est devenue sèche et mon pouce est accéléré. J'ai quand même frappé. La porte s'est ouverte de 2 pouces de plus et elle était là. Martha. Elle a inspiré et n'a pas dit un mot au début. Je l'ai reconnue avant même que mon cerveau ne rattrape le coup. Les yeux vert pâle de sa mère, ma mâchoire carrée. Ses épaules tendues de la même manière qu'Irene le faisait quand elle se préparait à quelque chose. Ses cheveux étaient attachés en un chignon serré et pratique. Et quand elle a bougé, l'air a juste assez circulé pour m'apporter une odeur de lotion à la cannelle. Ça m'a frappé de plein fouet. J'ai eu le souffle coupé. Nous nous sommes juste regardés pendant une seconde de trop, comme si nous avions tous les deux oublié comment commencer ce genre de moment.
Je me suis penché et j'ai posé le thermos sur le bord de la commode pour que mes mains ne montrent pas leur tremblement. Miles est passé en douce, a grimpé sur le pied du lit et a commencé à décoller une serviette de son roulé à la cannelle comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'avais 5 ans, a dit Martha. Pas de bonjour, pas d'hésitation. Je me souviens du panneau ouvert rouge dans la vitrine de votre dîner. Il clignotait trop vite. Vous m'avez donné un roulé à la cannelle. Il était assez chaud pour me brûler les doigts. Sa voix s'est un peu cassée, mais elle a continué. Et puis il y a eu un bus. J'ai lu la lettre, ai-je dit doucement. C'est tout ce que j'ai réussi à dire sans m'effondrer. Elle a hoché la tête une fois, puis a baissé les yeux sur le sol comme si elle avait besoin de quelque chose de solide pour s'ancrer. On a beaucoup déménagé. D'abord des petites villes, puis des grandes, puis de nouveau des petites villes. Maman n'est jamais restée plus d'1 an au même endroit. Elle disait que des gens nous surveillaient, qu'ils savaient des choses. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas scié. Elle m'a dit que vous étiez dangereux, a dit Martha. Que vous ne vouliez pas de nous. Que vous l'aviez frappé une fois. Sa gorge s'est nouée en avalant, mais elle n'a jamais eu de preuves. Pas de police, pas de rapport, rien. Juste des histoires qui devenaient plus méchantes à mesure qu'elle avait peur. J'ai senti mes mains se serrer, non pas de rage, mais du besoin de m'accrocher à quelque chose pour ne pas m'effondrer. Je suis chef de bureau maintenant, a-t-elle dit, essayant de faire comme si elle parlait de la météo. Je suis des choses pour gagner ma vie. Des contrats, du courrier juridique, des registres de documents. Le papier ne ment pas, elle a sorti une feuille pliée de la poche de son manteau. J'ai trouvé les registres de votre boîte postale. Vous l'avez payé à Greenville pendant 7 mois après notre disparition. J'ai trouvé les mandats postaux envoyés à l'adresse de ma grand-mère. J'ai même trouvé les registres au bureau de poste. Des lettres à votre nom qui ont été marquées comme non livrées. Pas retournées. Juste jamais remises. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle s'est assise sur le bord du lit, fixant le reçu dans sa main comme si c'était une preuve dans une affaire qu'elle avait attendu toute sa vie de résoudre. Je ne vous demande pas de choisir, ai-je dit finalement. Je n'essaie pas de vous arracher à ce dont vous vous souvenez. Je vous demande juste de connaître le reste. Pas ma version. La chose entière. Sa lèvre a tremblé et elle l'a mordu fort pour l'arrêter. Je n'ai jamais cessé d'essayer, lui ai-je dit. J'ai frappé à toutes les portes que j'ai pu. Glenhart m'a fermé la porte au nez. Ne voulait même pas prononcer votre nom. J'ai laissé des lettres sur son porche, des mots avec votre grand-mère. J'ai appelé tous les numéros que j'avais jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. À un moment donné, ça ne faisait que blesser les gens de continuer à demander. Elle m'a regardé avec les yeux humides. Grand-mère Agnès me regardait de travers quand j'évoquais votre nom. Je pensais qu'elle ne savait rien. Maintenant, je pense qu'elle en savait peut-être trop. Elle a souri sans les yeux. J'ai dit. Elle m'a dit de laisser tomber. Martha a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Maman est décédée il y a 4 ans. C'était dans un petit endroit près de Raleigh. Rien de spécial. Pas d'enterrement. Juste une infirmière qui m'a appelé pour une boîte de ses affaires. Ma poitrine s'est de nouveau resserrée. Je n'ai pas parlé. Elle a gardé la boîte à recettes. C'est là que se trouvait la lettre. Tante Déborah l'a ramenée à la maison après le déménagement. Elle a dit que c'était des affaires de famille. On ne l'a jamais ouverte avant la semaine dernière. Cette boîte est la seule chose qui m'est revenue, ai-je dit. Tout le reste s'est heurté à un mur. Nous nous sommes assis sur les chaises du motel à l'extérieur de la chambre, des cadres métalliques vacillant sur le trottoir inégal. J'ai versé du café dans 2 gobelets en papier du thermos. Le ciel s'était assombri, et les lampadaires rendaient tout plus vieux qu'il ne l'était. Miles balançait ses pieds sur le lit, écoutant à moitié perdu dans son propre monde. Il regardait le parking comme si cela pouvait lui dire ce qu'il devait ressentir. Une fine pluie a commencé à tomber sur l'asphalte. D'abord de la brume, puis des points, puis un crépitement régulier. On pouvait voir où l'orage touchait le sol par la façon dont la lumière se courbait. Martha a pris une gorgée et a tenu la tasse à 2 mains. J'ai regardé votre dîner avant de venir. J'ai lu des critiques. J'ai regardé quelques reportages locaux. Les gens parlaient du pain de nuit et de la façon dont vous ne parlez pas beaucoup. Certains remplissent le silence avec des paroles, ai-je dit.
Moi, je fais du pain. Elle a souri. Mais c'était le genre de sourire qui vient avec un bleu en dessous. Maman disait que vous étiez silencieux parce que vous étiez coupable. Maintenant, je pense que vous essayez juste de ne pas empirer les choses. Je n'ai pas répondu. La vérité n'avait pas besoin de décoration. Elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Qu'est-ce que vous pensiez qu'il m'était arrivé ?» J'ai laissé cette question en suspens un moment. Je pensais que vous étiez peut-être mieux sans moi. J'espérais que c'était ça. Même quand je savais que ce n'était pas le cas. Elle s'est essuyé le visage avec la manche de sa veste. Avez-vous toujours le panneau ouvert rouge? Le même, ai-je dit. Il clignote toujours trop vite. Le premier coup de tonnerre a retenti, puis a roulé dans le ciel comme s'il traînait le passé derrière lui. Nous avons tous levé les yeux en même temps. Miles est descendu du lit et s'est appuyé contre sa jambe. Elle a posé sa main sur sa tête sans réfléchir. La lumière du motel a bourdonné. La pluie s'est intensifiée. Je les ai regardés, ma fille et mon petit-fils, et j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, nous avions déjà traversé le pire. Le tonnerre qui a grondé au-dessus de nos têtes était plus fort cette fois, plus proche, plus vif, plus méchant. Nous avons tous sursauté en même temps. Miles a attrapé la main de Martha. Elle n'a pas bronché. Elle s'est juste levée, la tasse de café encore chaude dans son autre main, et m'a regardé comme si elle connaissait déjà la prochaine étape. Puis la lumière du motel a vacillé une fois, 2 fois, et s'est éteinte. « Prends ta veste », ai-je dit en me tournant déjà. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste attrapé son manteau et a appelé Miles. Il était descendu du lit en quelques secondes, le roulé à la cannelle toujours serré dans une main comme si c'était un équipement de survie. Nous avons traversé le parking en vitesse, la pluie nous frappant en grosses claques. Mes bottes ont dérapé une fois sur le trottoir glissant, mais je ne me suis pas arrêté. Le dîner était à 2 pâtés de maison, et je savais exactement combien de temps j'avais avant que la ligne du congélateur ne commence à se réchauffer. Je l'avais vu trop de fois auparavant. Des orages qui n'attendaient personne. Des réseaux électriques qui tombaient en panne avant que vous ne puissiez allumer une seule bougie. À la porte arrière, j'ai arraché la chaîne du pêne intérieur, l'ai ouverte et j'ai actionné le panneau lumineux. Rien. Toute la rue était dans le noir. J'ai frappé le disjoncteur avec le côté de mon poing et j'ai cherché la clé du générateur sous l'étagère. Tiens ça, ai-je dit à Martha en lui tendant la lampe de poche. J'ai ouvert le cadenas du panneau et j'ai tiré sur le cordon. Le générateur a toussé une fois comme un fumeur qui se réveille, puis a pris au 2e essai. Son faible grondement s'est installé, un son en qui j'avais plus confiance que la plupart des gens dans ma vie. J'ai actionné le circuit intérieur et j'ai entendu le compresseur du frigo grogner pour reprendre vie. Un homme peut aimer une machine, ai-je marmonné. Tant qu'elle ne demande rien de plus que de l'huile et une corde de démarrage. Martha a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Elle était trempée, sa frange collée à ses pommettes, et avait l'air encore plus stable que je ne me sentais. J'ai traversé la cuisine, j'ai allumé le brûleur à gaz et j'ai ouvert les portes d'entrée en grand. La pluie soufflait de côté sur la rue principale. Le courant était coupé dans tout le pâté de maison. Seule la lueur venait des stations-service et des feux de freinage. J'ai allumé 2 lanternes, j'ai attrapé une caisse de pain de maïs dans le réfrigérateur bas et j'ai préparé une nouvelle cafetière sur la cuisinière. Les nouvelles se propagent plus vite dans une petite ville qu'un front d'orage. En moins de 10 minutes, les gens arrivaient déjà. Des infirmières qui venaient de terminer leur service en blouse. 2 gars dessous le pont traînant des ponchos derrière eux. Quelques familles portant des lampes de poche et des parapluies mouillés. Personne n'a demandé. Ils sont juste venus. J'ai hoché la tête, j'ai montré les tabourets et j'ai commencé à servir du chili dans des gobelets à emporter comme si c'était un service dominical. Le livre des petites choses est resté sur l'étagère. Pas le temps de noter quoi que ce soit ce soir. Martha est allée à la vitrine à tarte sans qu'on le lui demande. Je l'ai regardé déposer des parts sur des assiettes en carton comme si elle l'avait fait toute sa vie. Miles a grimpé sur une caisse de lait et a commencé à distribuer des brownies, les doigts collants, un grand sourire comme si c'était un jeu. Chaque fois qu'il croisait mon regard, il rayonnait comme si je lui avais appris un tour. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas de la magie. J'ai juste continué à verser du café. L'odeur de cannelle et de chili a rempli la pièce. La chaleur des brûleurs s'est propagée au mur et la pluie a continué de frapper les fenêtres. Les lanternes projetaient une lumière dorée sur les visages de tout le monde. Puis, bien sûr,
est arrivé Travis Pike. Il s'est présenté avec ses 2 téléphones sortis, pointant l'un vers la fenêtre et l'autre vers le comptoir. Regardez ça. Clark Hartwell met en scène un sauvetage pendant l'orage. J'espère que vous avez les bons angles, a-t-il dit. Je n'ai pas scié. J'ai juste attrapé une serviette de bar, je me suis approché de son objectif et je l'ai drapé sur le téléphone. Tu peux remuer le chili ou t'écarter, ai-je dit. Il a eu l'air de vouloir discuter, puis a réalisé combien de regards étaient sur lui. Il a attrapé une louche et s'est dirigé vers la marmite. Le pasteur Frank est arrivé ensuite, portant 2 boîtes de bougies sous chaque bras. Il s'est dirigé directement vers les tables, en a allumé 6 et a commencé à disposer des serviettes en papier. Je me doutais que vous seriez ouvert, a-t-il dit avec un bref signe de tête. Je ne pouvais pas dormir avec le frigo qui mourait, ai-je dit. Puis le policier de la ville est entré, mouillé jusqu'à la taille, a posé sa radio sur le comptoir à tarte et a pris une louche comme si c'était la procédure. C'est ça, Candan. Les gens peuvent chuchoter votre nom une semaine et servir à vos côtés la suivante si vous les nourrissez. Une rafale de vent a poussé la porte grande ouverte, et elle était là, Agnès Hart, les lèvres serrées, un parapluie dans une main, Glenn Hart derrière elle, l'air de déjà chercher un objectif de caméra. Il est entré derrière elle, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'il repère Martha à mes côtés. Il s'est figé comme un homme qui voit un fantôme dans les mauvais vêtements. Agnès a gardé le menton haut. Le spectacle est terminé quand le courant revient. Il n'y a pas de spectacle, madame, ai-je dit. Il y a de la soupe. Elle n'a pas pris de bol. Elle n'a jamais rien pris qui portait mon nom, mais elle n'est pas sortie non plus. Un gamin que j'ai reconnu du camp de la rivière est entré, trempé, peut-être 15 ans. Je peux dormir sous votre auvent, a-t-il demandé, les yeux baissés. Tu peux, ai-je dit. Reste au sec. Je t'apporterai une bâche. Avant que je ne puisse bouger, Martha est allée à l'arrière, a attrapé une nappe pliée et la lui a tendue comme si c'était normal. Tiens, enveloppe-toi là-dedans. J'ai surpris Agnès en train de la regarder. Sa bouche s'est encore plus resserrée, mais ses yeux ont vacillé. Elle a détourné le regard la première. Nous avons manqué de chili vers l'heure où la pluie a commencé à se calmer. Le pain de maïs était réduit en miettes, la cafetière presque vide. Martha s'est appuyée sur le comptoir à côté de moi, épaule contre épaule, tous les deux en sueur à cause de la chaleur à l'intérieur. Miles s'est blotti dans la banquette près de la fenêtre, des miettes de brownie sur les genoux. Puis le réseau est revenu. Le frigo a rugi. Les plafonniers ont clignoté une fois, puis sont restés allumés. Quelqu'un a applaudi. Un couple a applaudi. Les autres ont juste expiré. Je me suis laissé tomber sur le tabouret de préparation. Tablier trempé, chemise collée au dos, pieds comme des parpaings. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti immobile. Pas calme, pas heureux. Immobile. Les gens ont vu ce que j'ai fait quand les lumières se sont éteintes. Ils ont vu qui se tenait à mes côtés. Ça comptera pour quelque chose une fois que les gens arrêteront de parler. Peut-être pas tout, mais quelque chose. Le lendemain matin sentait l'herbe mouillée et les lignes électriques. L'orage était passé, mais l'air en portait encore la trace. Basse pression, épaisse de tension résiduelle. J'ai conduit avec Martha et Miles jusqu'à la sortie de la ville où le box de stockage se trouvait dans une rangée de boîtes couleur rouille, trapue et silencieuse derrière un grillage affaissé. Le gérant était déjà devant quand nous sommes arrivés. Lunettes de soleil à clip, café dans une main, coupe-boulon dans l'autre. Martha a remis le ticket de consigne de la boîte à recettes, et il l'a examiné comme s'il en avait vu une douzaine de ce genre ce mois-ci. Mais ses yeux se sont arrêtés quand il a vu le nom. Appartenait à Irene Hart, a-t-il demandé. Martha a hoché la tête et lui a tendu sa carte d'identité. C'est suffisant, a-t-il dit en tapotant le papier avec son stylo. Le ticket de consigne plus un héritier, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été payé. Il a signé et nous a fait signe de suivre la rangée. Unité B11, cadenas rouge. Nous avons marché en silence. Miles donnait des coups de pied dans une pierre le long du gravier pendant que je comptais les portes. Le cadenas était à moitié rouillé. La peinture s'écaillait en boucles déchiquetées. Le coupe-boulon a sifflé une fois et a fait sauter le cadenas avec un claquement sec. La porte a gémi en s'ouvrant et l'odeur m'a frappé comme une gifle. Poussière, moisissure, et quelque chose de plus profond en dessous. Vieilles épices, papier pourri,
un soupçon de fleurs séchées ou quelque chose qui était autrefois doux. À l'intérieur se trouvaient des boîtes empilées comme des briques, la plupart avec des étiquettes en ruban de masquage écrites de la cursive soignée d'Agnès, linge, église, Irene, personnel. Une caisse avait une bande de ruban adhésif jaune avec « Chambre de Martha » écrit à l'encre délavée. Martha s'est figée juste à l'entrée. Ses doigts ont frôlé le bord de la caisse mais ne l'ont pas ouverte. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. A juste hoché la tête une fois et a reculé comme si elle avait besoin de tout assimiler morceau par morceau. Nous avons commencé lentement. Les boîtes du dessus d'abord. De vieux bulletins d'église. Un programme de Pâques vieux de 25 ans avec des fleurs pressées collées sur la couverture. Des photos de bébés dans une enveloppe bleue. L'écriture d'Irene au dos de chacune. Martha sur une balançoire, dans la baignoire, dans un costume d'Halloween avec des ailes de travers. Puis je les ai vues. 3 enveloppes Kraft enfouies sous une pile de serviettes de Noël. Mon nom imprimé en gras sur le devant. Mon ancienne adresse dans le coin, affranchie de villes dont je me souvenais, Burlington, Andersonville, Charleston. Aucune d'entre elles n'était ouverte. Je les ai prises à 2 mains, avec précaution, comme si elles pouvaient se désagréger. Mon pouls battait dans ma gorge. Derrière une pile de recueils de cantiques se trouvait une boîte à chaussures étiquetée « Reçu ». À l'intérieur se trouvaient des bordereaux de retour à l'expéditeur. Des dizaines, les bords cornés. 2 talons de mandat postal étaient agrafés au couvercle. Ma signature, mon écriture, ma tentative de nourrir une famille que je n'étais pas autorisé à trouver. Je me souviens m'être tenu à la fenêtre de la poste il y a 20 ans, les mains tremblantes, suppliant l'employé de revérifier l'adresse. Elle m'a regardé comme si j'allais crier. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste payé et je suis sorti, l'estomac vide. Martha tenait la boîte à chaussures. Son visage n'a pas bougé, mais ses yeux se sont quand même remplis. Maman a dit que personne n'a essayé, a-t-elle chuchoté. A dit que nous avions disparu et que personne n'avait remarqué. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. La vérité avait déjà atterri. Inutile d'essayer de la relancer. Puis elle a ouvert une boîte en fer blanc marquée « Cuisine ». À l'intérieur se trouvaient des bâtons de cannelle liés par de la ficelle, du genre qu'on ne trouve plus en magasin. Je les connaissais. J'en avais acheté une caisse entière une fois à une vente en gros. Edwin les broyait pour la pâte à tarte. J'en gardais toujours quelques-uns dans la poche de mon tablier. Martha en a tenu un sous son nez, a fermé les yeux et a chuchoté, je me souviens. J'ai vu ses épaules tomber, non pas comme une défaite, mais comme une attention enfin relâchée. Du coin de l'œil, j'ai surpris un mouvement, un camion du comté qui entrait sur le parking. Glenn Hart en est sorti, les mains sur les hanches, les bottes crissant sur le gravier. Il n'a même pas eu l'air surpris de nous voir. Tu déterres des os pour le sport, Clark, a-t-il dit, se tenant à l'entrée de l'unité comme s'il possédait la lumière qui y entrait. Il a tourné les yeux vers Martha. Tu ne veux pas ce que tu penses vouloir. Martha n'a pas bronché. Elle s'est redressée. Je me suis interposé entre eux. Nous fermons un cercle qui n'a jamais été fermé. C'est tout. Beaucoup de douleur derrière cette porte, a-t-il marmonné. Inutile de la ressortir. J'allais parler quand le gérant est arrivé au coin avec son presse-papier, a vu Glenn se tenir là et s'est avancé. Vous êtes avec ce comte? Non, a dit Glenn. Alors je vais vous demander de reculer. Les règles sont les règles. La voix du gérant n'était pas en colère, juste définitive. Glenn m'a fixé une autre seconde, puis s'est retourné et a reculé de 4 pas, mais il n'est pas parti. Martha s'est enfoncée plus profondément dans l'unité et a descendu une caisse marquée « Lettres, privées ». À l'intérieur se trouvait un paquet d'enveloppes liées par un ruban bordeaux. Une note était posée dessus, de l'écriture d'Irene. À lire quand je serai bien. Martha a suivi les lettres du doigt, puis a soigneusement rangé le paquet dans son sac. Il n'y a plus de quand, a-t-elle dit doucement. Derrière une boîte de vieux livres de cuisine d'église, j'ai vu quelque chose à moitié recouvert d'un plaid. Je l'ai sorti et j'ai soufflé la poussière du couvercle, un coffre en cèdre. Le loquet en laiton était coincé, mais la clé était collée en dessous avec du ruban adhésif cassant. Le ruban s'est fissuré dans mes doigts comme s'il avait attendu quelqu'un d'autre. À l'intérieur, des cahiers, des registres, des reçus. L'écriture d'Agnès, raide et précise. Date, cachet de la poste, initiale.
À côté de la plupart des entrées, un seul mot, retenir. J'ai tourné à l'arrière. Un onglet était marqué, Déborah. Martha s'est penchée sur mon épaule et a montré. 8 entrées à côté, livrées à Deb pour conservation. Martha a pressé ses doigts sur le bord de la page comme si elle avait besoin de le sentir pour le croire. Je pensais que Deb ne savait rien, a-t-elle dit. Elle savait, ai-je dit, et elle a gardé le secret. Je me suis levé trop vite. L'unité a tourné pendant une seconde et je me suis rattrapé au cadre. Tout mon corps ressemblait à un fil tendu. On va chez Déborah, ai-je dit. Aujourd'hui avant midi. Martha a hoché la tête, empilant déjà les lettres. Glenn nous a regardé porter les boîtes jusqu'au camion, la mâchoire serrée comme s'il voulait dire quelque chose mais savait que ça sortirait mal. Il n'a pas dit au revoir. Il est juste resté là, les bottes plantées, les bras croisés, comme un homme regardant un mur s'effondrer. Samedi matin, la foire du comté a pris vie sur le terrain et, de l'autre côté de la rivière. On pouvait sentir le pop-corn caramélisé à 3 pâtés de maison. Des tracteurs s'alignaient près de l'enclos du bétail. Des stands avec des seaux à billets s'ouvraient comme de vieilles boîtes à outils, et l'air était épais de foin, de graisse et de barbe à papa. Des enfants couraient partout avec de la peinture sur le visage à moitié fondu au soleil. La bannière du concours de tarte était suspendue entre 2 poteaux électriques, légèrement de travers comme tout le reste ici qui fonctionne encore bien. Quoi qu'il en soit, j'ai installé une petite table pliante pour la collecte de fonds de l'église, urne à café, chaussons aux pommes emballés dans du papier ciré, un bocal à pourboire avec un panneau en carton qui disait « Les dons vont à la réparation du toit ». Martha se tenait à mes côtés, soignée dans un chemisier à manches courtes et un jean propre. De loin, elle ressemblait à n'importe quel autre bénévole de l'église. De près, elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de ne pas faire basculer le monde entier avec une vérité de trop. Miles a aidé pendant les 20 premières minutes, distribuant des serviettes jusqu'à ce qu'il repère le zoo pour enfants et s'enfuit. Je ne l'ai pas arrêté. Il avait besoin de courir comme un gamin, pas de porter le poids comme il le faisait depuis le jour où il a apporté cette boîte à recettes à ma porte. Puis j'ai vu Glenn. Il est monté sur la scène du concours de tarte avec un micro dans une main et un presse-papier bleu dans l'autre, haranguant la foule avec un sourire figé. Sa chemise avait un logo du comté sur la poitrine, rentré trop serré, et sa boucle de ceinture brillait comme s'il l'avait polie juste pour aujourd'hui. Agnès était assise sous la tente ombragée voisine, droite, la cheville croisée sur l'autre comme une reine sur un trône pliant. Tous deux avaient l'air satisfaits d'eux-mêmes, comme s'ils venaient de réparer quelque chose que personne ne leur avait demandé de toucher. Glenn a tapoté le micro et a dit « Bon après-midi, comté de Camden ». Sa voix a résonné sur le terrain, faussement charmante avec une pointe de prédicateur. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, braves gens, et il est toujours bon de se rappeler ce qui compte vraiment, la tradition, la communauté, la famille. J'ai continué à verser du café. Mes mains n'ont pas tremblé. Mais nous devons protéger ces choses, a-t-il poursuivi, arpentant la scène comme si elle lui devait un loyer. Parce que parfois, des gens essaient de réécrire l'histoire quand ils pensent que nous ne faisons pas attention. Ses yeux se sont brièvement tournés vers mon stand. Martha n'a pas bronché. Je n'ai pas scié. Le café a continué de couler. Et quand cela arrive, a poursuivi Glenn, nous devons nous souvenir de qui nous sommes et de qui veille vraiment sur les gens qui ont bâti cet endroit. Martha s'est avancée, calme, claire. Elle n'a pas demandé de micro, a juste parlé assez fort pour que les gens à proximité l'entendent. Ma mère était malade, a-t-elle dit. Et nous en avons tous payé le prix, chacun d'entre nous. Elle a regardé vers la tente ombragée, puis la scène. Nous ne sommes pas ici pour nous battre avec qui que ce soit. Nous sommes ici pour connaître la vérité et cesser de nous en cacher. Certains ont applaudi. Quelques-uns ont croisé les bras. Une femme a tiré son enfant un peu plus près comme si elle n'était pas sûre de la tournure que cela allait prendre. C'est ça, cette ville. Divisée en deux jusqu'à ce que quelqu'un la force à choisir un camp. Je tendais un chausson à une dame en scooter électrique quand l'inspecteur du code est arrivé à mon stand avec un presse-papier et un badge en plastique accroché à son col. « Bonjour », a-t-il dit. « J'ai une plainte dans le système. Votre panneau de trottoir et votre système de hotte sont tous les deux signalés. » Mon estomac s'est noué. Ce stand n'a même pas de hotte, ai-je dit. Il s'agit de votre commerce sur la rue principale. Le dîner dit que votre hôte n'est plus aux normes depuis l'année dernière, et le panneau sandwich viole le dégagement du trottoir. Ce panneau est devant depuis 9 ans,
ai-je dit. Et la hotte a été entretenue en mars. Je ne fais que lire le dossier, a-t-il dit en haussant les épaules. Il a été soumis anonymement il y a 2 jours. Je suis tenu de délivrer une citation préliminaire. Il m'a tendu l'avis jaune, le bord supérieur flottant dans la brise comme s'il voulait me gifler. Martha s'est approchée, l'a arrachée de ma main et l'a parcourue rapidement. Sa voix est devenue froide. Nous nous en occuperons. J'aurai la documentation à votre bureau lundi matin. Elle n'a pas élevé la voix. N'en a pas eu besoin. Son ton pouvait couper l'étain. Glenn est passé nonchalamment, juste assez lentement pour être vu. Dommage pour la paperasse, a-t-il dit. Ses dents ne se sont pas montrées. Juste ce sourire serré et satisfait d'un homme qui pense que la paperasse compte comme une vengeance propre. Agnès lui a tapoté le bras comme un entraîneur fier après un mauvais coup. J'ai baissé les yeux sur le presse-papier qu'il tenait, et pendant une fraction de seconde, je l'ai vu, une page tapée, attachée au dos. Une copie de la note qu'Irene avait laissée. Seulement, cette version avait un en-tête imprimé d'un modèle laser qui n'existait pas il y a 24 ans. Le logo était moderne. Faux. Il a tourné le presse-papier rapidement, mais pas assez vite. Les registres survivent aux rumeurs. Nous avons démonté le stand plus tôt. J'ai plié la table avec plus de force que nécessaire, et Martha a emballé les tartes comme si elle classait des preuves. Alors que nous enroulions la nappe, le pasteur Frank s'est approché, les yeux sur la voiture de l'inspecteur. « Vous avez besoin de registres, a-t-il dit. Faites-le moi savoir. On peut faire une demande d'accès à l'information dans ce comté. » Je lui ai serré la main. Je pourrais vous prendre au mot. Il a hoché la tête et s'est éloigné, sortant son téléphone comme un homme avec un plan. De retour dans le camion, Martha était assise sur le siège passager avec la citation sur ses genoux. Elle a attendu que nous ayons quitté le terrain de la foire avant de parler. Cette plainte sentait le Glenn. Je n'ai même pas regardé. La trace écrite. Elle a hoché la tête, sortant déjà un stylo de son sac comme si elle assemblait mentalement la première page d'un dossier. J'ai gardé les yeux sur la route, mais mes oreilles se sont accordées au murmure de la rivière à côté de nous. Le terrain de la foire s'estompait derrière nous. La musique continuait. Le rire des enfants résonnait faiblement, mais le son de la rivière restait constant. L'eau ne s'arrête pas. Elle continue de pousser, trouve son chemin, même quand des rochers se mettent en travers. Dimanche matin est arrivé gris et lourd d'humidité, du genre qui faisait embuer les vitres de l'église avant le premier cantique. Je portais une chemise propre pour une fois, blanche à carreaux bleu pâle, et je me suis assis au dernier rang. Martha et Miles étaient assis à côté de moi, tous deux silencieux. Le banc a craqué sous nous quand nous avons bougé. Le sermon de ce matin portait sur la vérité et la miséricorde, et à mi-parcours, j'ai commencé à penser que le pasteur Frank avait emprunté le sujet directement de ma poche. Il a dit, « La miséricorde n'efface pas le passé. Elle vous donne juste l'espace pour y tenir debout. » La mâchoire de Martha s'est un peu contractée, mais elle est restée immobile. Miles s'est appuyé contre son épaule, dessinant des cercles paresseux sur le banc avec son doigt. Quand l'amen est venu, il sonnait plus comme une profonde expiration qu'une acclamation. Ensuite, les tables pliantes sont sorties. Des dames de l'église ont apporté des gratins enveloppés dans du papier d'aluminium, de la salade de pommes de terre, des œufs mimosa et 3 plats fumants de roulés à la cannelle. L'odeur a frappé comme un marteau. Chaude, sucrée, presque identique à ce qui flottait dans le dîner tous les soirs à la fermeture. Martha s'est figée à mi-chemin, les yeux vitreux, la main agrippant le bord d'une table pour l'équilibre. « Ça va ?» lui ai-je dit doucement en lui passant une serviette. « C'est juste une odeur. Elle ne peut plus rien te faire maintenant. On ne penserait pas qu'une odeur puisse ramener quelqu'un 24 ans en arrière, mais elle le peut. » Elle a hoché la tête, mais ses épaules ont tremblé une fois avant qu'elle ne se stabilise. Je rangeais des gobelets près du bol de punch quand j'ai vu Déborah entrer. Elle se déplaçait silencieusement comme si elle surprenait sa propre conscience. Le même cardigan que toujours, même s'il faisait trop chaud. Son visage avait cette expression que les gens ont quand ils ont porté quelque chose de trop lourd trop longtemps et décident enfin de le poser, même si ça se brise. Elle a attendu que la plupart des gens soient assis, puis est venue vers moi. « Clark » a-t-elle dit. « Pouvons-nous parler en privé ?» Nous nous sommes glissés dans l'une des petites salles de classe du couloir, du genre avec des bordures en papier de construction délavé encore épinglées au mur. Elle a fermé la porte, a ouvert son sac à main et a posé une pile d'enveloppes sur la table.
Mon nom était sur chacune d'elles. Mon écriture, de vieux timbres, les coins jaunis. Tes lettres sont arrivées à la maison, a-t-elle dit. Maman m'a dit de les garder jusqu'à ce qu'Irene soit prête. Ses mains tremblaient alors qu'elle alignait les enveloppes en une rangée nette. J'ai fait ce qu'elle a dit, puis j'ai continué à le faire, même après avoir su que c'était mal. Je les ai fixés, le poids de 20 ans de silence assis entre nous. Combien? Des dizaines, a-t-elle dit. Peut-être plus. J'ai arrêté de compter. Sa voix s'est cassée et elle l'a ravalée. Glenn le savait aussi. Il récupérait le courrier à ce motel sur l'autoroute 64, le Lakeview Motor Court. Il a dit au commis qu'il aidait sa sœur à éviter un homme qui ne la lâchait pas. Le commis l'a cru parce que Glenn s'occupait de l'aménagement paysager là-bas. Ma mâchoire s'est contractée, mais je suis resté silencieux. Laissez-la parler. Déborah a ensuite ouvert un cahier usé. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, la copie du registre d'Agnès. Une cursive soignée et fluide. Pas d'espace perdu. Elle a tourné à une page marquée « Retenir ». Date, initiale, et à côté de la plupart, le même mot écrit encore et encore. Retenir. Elle a montré 8 entrées avec ses propres initiales à côté. Celles-ci sont les miennes, a-t-elle dit. Je ne les ai jamais remises. Je les ai gardées dans un tiroir pendant des années. Je me disais que je les livrerais au bon moment. Le visage de Martha est devenu rouge. Elle pleurait et était en colère en même temps. La voix tremblante mais forte. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Vous saviez qu'il essayait de nous joindre. Déborah a baissé les yeux sur ses mains. Parce que maman dirigeait cette maison avec la peur. Parce que j'étais une lâche. Parce que je pensais que protéger Irene signifiait te punir. Et parce que c'était plus facile de se taire. Puis elle a de nouveau fouillé dans son sac et a sorti une dernière chose. La note. La vraie. Les bords étaient doux. L'encre légèrement floue. Les mots « Ne cherche pas si tu aimes » penchaient sur la page, de la main d'Irene. Pas de papier à en-tête, pas d'en-tête tapée, juste de l'encre sur du papier. Celle que Glenn brandit n'est pas celle-ci, a-t-elle dit. Il a fait une copie il y a des années quand l'encre a commencé à s'estomper. A ajouté cette en-tête bidon pour que ça ait l'air officiel. Il aimait l'image que ça donnait de toi. Sa voix était devenue plate, comme si elle s'était entraînée à le dire 100 fois et qu'elle était enfin sortie de répétition. Martha s'est assise lourdement sur la chaise pliante à côté de moi, les pieds raclant sur le carrelage. Il a empiré les choses, a-t-elle dit. Tout. À chaque fois. Déborah a hoché la tête. Il croyait que si les gens te voyaient comme dangereux, Irene resterait cachée. Et si elle restait cachée, maman n'aurait pas à faire face à ce qu'elle avait fait. Je ne faisais pas confiance à ma propre voix. Ma gorge semblait pleine de gravier. Alors j'ai dit la plus petite chose vraie que je pouvais. Merci de dire la vérité. Pendant un moment, le seul son était le faible bourdonnement du ventilateur au-dessus de nous. C'était comme si l'air circulait enfin dans une pièce qui avait été scellée trop longtemps. On a frappé à la porte. Le pasteur Frank s'est penché, les sourcils levés. Désolé d'interrompre, a-t-il dit. Un inspecteur est passé, a dit qu'il avait entendu dire que des gens avaient des questions sur des plaintes anonymes. Ses yeux ont passé de la pile de lettres de Déborah à moi. Le timing est quelque chose, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. C'est sûr. Nous avons rassemblé les enveloppes dans le registre, les avons empilées avec soin comme du verre fragile, et les avons ramenées vers la salle de réception. Martha tenait la note à 2 mains comme si c'était une chose vivante. Agnès était près de la table des desserts, le dos droit, le visage illisible. Elle nous a regardé traverser la pièce, mais ne s'est pas approchée de nous, pas même d'1 pouce. Derrière elle, les roulés à la cannelle étaient intacts, leur parfum se répandant dans la pièce comme une vérité enfin sortie d'une boîte. Glenn n'était pas là. Ça m'a dit qu'il savait déjà ce qui allait arriver. Lundi matin, Martha s'est présentée au dîner avant que la première cafetière ne soit à moitié prête. Elle a posé son ordinateur portable sur le comptoir, a ouvert 3 bloc-notes juridiques comme si elle disposait des plans, et a fait craquer ses doigts comme si le combat avait enfin atteint son côté de la table. Je lui ai versé une tasse et je l'ai glissée vers elle sans un mot. Elle tapait vite, les lèvres serrées. Demande d'accès aux documents publics déposés, a-t-elle dit. Journaux de plainte, registre d'accès au réseau,
métadonnées des emails, tout ce qui est lié au jour de la foire. J'ai hoché la tête et je suis allé au bureau arrière. Le classeur d'Edwin grinçait encore comme un vieil homme chaque fois qu'il s'ouvrait, mais les dossiers étaient à leur place, étiquetés au marqueur noir délavé et rigide avec l'âge. J'ai sorti chaque inspection de hotte, chaque amende de code d'incendie et chaque reçu d'entretien de ventilation remontant à 9 ans. Je les ai empilés sur la table de préparation comme une preuve de vie. Déborah est arrivée 1 heure plus tard avec 2 personnes. L'un était le gérant du Lakeview Motor Court. Même carrure lourde et moustache épaisse dont je me souvenais d'il y a longtemps. L'autre était une employée des postes à la retraite avec un menton pointu et une mémoire comme un grand livre. Elle a dit sans détour, Agnès Hart m'a dit de marquer les lettres comme retenues à la demande du destinataire. Je m'en souviens parce qu'aucun destinataire ne l'a jamais demandé. À exactement 11h17 du matin, l'email de Martha a sonné avec une réponse du greffier du comté. Elle l'a ouvert et ses yeux se sont rétrécis comme un comptable qui repère une mauvaise entrée. La plainte anonyme a été soumise sur le Wi-Fi invité des installations du comté, a-t-elle dit en faisant défiler. Horodaté 5 minutes après que Glenn a quitté la scène du concours de tarte. Elle a cliqué sur les pièces jointes. Photo prise avec un Samsung Galaxy. Les données EXIF montrent les coordonnées GPS, le parking de la foire. Le modèle de téléphone de Glenn correspond. Elle a tout imprimé et l'a glissé dans un dossier déjà étiqueté. Plainte, registre, lettres, notes. Son écriture était nette et certaine, tout comme celle de sa mère l'avait été. Seulement maintenant, elle servait un autre type de vérité. On est prêt, a-t-elle dit. Je n'aimais pas les réunions. Jamais. Mais celle-ci n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à chaque lettre qui n'a jamais été lue, à chaque mensonge qui a atterri plus durement que la vérité n'en a jamais eu l'occasion. Nous étions assis sur des chaises dures dans la 3e rangée de la salle du conseil du comté. Quand notre tour est venu, Martha s'est levée la première, calme, égale. Elle a exposé l'horodatage de la plainte, l'idée Wi-Fi, les métadonnées des photos, puis elle a posé le registre sur la table, puis les lettres retournées, puis la vraie note d'Irene. Cette ville a avalé des mensonges depuis assez longtemps, a-t-elle dit. Et certaines personnes se sont assurées que la vérité reste enfermée pendant 2 décennies. Ça s'arrête maintenant. Déborah est venue ensuite. Elle n'a pas pleuré, n'a pas tremblé. Elle s'est tenue là, dans ce cardigan, la voix basse mais stable. J'ai gardé les lettres. J'ai empiré les choses. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je ne continuerai pas à me cacher. Elle est descendue et s'est assise à côté de moi. Sa main a frôlé le bord du dossier, mais ne l'a pas ouvert. Je me suis levé en dernier. Je n'avais rien préparé. N'en avais pas besoin. Je possède un dîner, ai-je dit. Je nourris les gens. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai envoyé des lettres et de l'argent à ma femme et à mon enfant. Des gens se sont interposés. Je ne savais pas à quel point c'était profond, mais je n'ai jamais cessé d'essayer jusqu'à ce que ça ne fasse que blesser plus de gens de continuer à demander. Je me suis arrêté là. Pas de discours, juste les faits. Le président du conseil a cligné des yeux comme s'il avait mordu dans quelque chose de pointu. Il a regardé l'inspecteur, qui se tenait près du fond, les bras croisés et le regret sur le visage. J'ai agi sur ce que je pensais être une plainte valide, a déclaré l'inspecteur. Ce n'était pas le cas. Je retire l'avis. Je suis également désolé pour le timing. Nous nous sommes levés, avons ramassé le dossier, sommes sortis sans regarder en arrière. À mi-chemin du couloir, un agent des achats du comté, l'un de ces gars aux cheveux gominés et aux chaussures de ville trop brillantes pour cette ville, a arrêté Glenn juste à côté des ascenseurs. Sa voix était basse, mais son ton ne l'était pas. Votre contrat d'aménagement paysager du palais de justice fait l'objet d'un examen pour violations éthiques, a-t-il dit. Vous serez contacté. Je n'ai pas ralenti, j'ai juste continué à marcher. À l'heure du dîner, la nouvelle s'était déjà répandue sur la rue principale plus vite que les ragots de midi. Le nom de Glenn est apparu dans des chuchotements, puis dans des phrases complètes. Personne n'a crié. Personne n'en avait besoin. Cette ville comprend le papier. Ils savent ce que cela signifie quand les pages s'accumulent trop haut pour être ignorées. Nous n'avons pas célébré. Nous n'avons pas porté de toast ni organisé de fête. Nous sommes rentrés et nous avons fait des sandwichs. Après le dîner, j'ai ouvert le livre des petites choses et j'ai ajouté une ligne au bas de la page 42. J'ai dit la vérité et je suis resté debout. Ce n'était pas de la vengeance.
Pas du genre qu'on voit dans les films avec des explosions et des cris. C'était mieux. Ça a eu un effet durable. Nous avons accroché la nouvelle photo juste à côté de celle d'Edwin. Moi, Martha et Miles derrière le comptoir. De la farine sur nos chemises, les bras maculés, et quelque chose de réel sur nos visages. Pas poli, pas posé, juste honnête. J'ai l'air fatigué dessus, mais pas creux. Le sourire de Martha est petit mais plein, comme quelqu'un qui a enfin fait de la place pour respirer. Miles est en plein rire, un brownie dans une main et un fouet dans l'autre. Elle a sa place là. Un mois plus tard, une enveloppe ordinaire est arrivée dans le courrier du dîner. Écrite à la main, sans adresse de retour. À l'intérieur, une lettre notariée d'Agnès Hart renonçant à toute prétention sur le contenu du coffre encédré du box de stockage. Glissé à l'intérieur, un simple post-it avec 4 mots en lettres capitales. C'est à vous. Pas de signature, pas d'excuses, pas d'explication, juste un transfert de propriété froid comme si elle nettoyait un comptoir de cuisine. Je n'avais besoin de rien de plus. J'ai pris ce qui m'était dû et j'ai laissé le reste dans son silence. Glenn dirigeait toujours son équipe d'aménagement paysager, mais le contrat du palais de justice avait disparu. Je l'ai vu 2 fois après ça, une fois sur le parking, une fois juste à l'entrée du dîner comme s'il n'était pas sûr de venir commander un café ou de récupérer sa version des choses. Les 2 fois, il est parti. J'étais reconnaissant pour la porte et la distance qu'elle nous donnait à tous les deux. Les lettres qu'Irene a écrites, certaines à moi, certaines à Martha, et certaines qu'elle n'a jamais envoyées à personne, sont allées dans une petite boîte en cèdre sur mon étagère supérieure. Je ne les ai pas parcourues à la hâte. Je ne cherchais pas à me noyer. J'en lisais une de temps en temps, généralement les soirs calmes après la fermeture, quand la cuisine était propre et que le monde avait cessé de me demander quoi que ce soit. Chacune était une blessure et un pansement. Le dimanche, je prenais toujours le dernier banc. Le pasteur Franck hochait toujours la tête, comme toujours. Déborah était assise 2 rangs plus loin, les épaules plus basses qu'avant. Certains matins, elle se retournait et donnait à Miles une menthe poivrée sans dire un mot. Nous n'en faisions pas toute une histoire. Certaines réparations n'ont pas besoin de narration. À 21h30 tous les soirs, je portais la boîte de pâtisserie du soir sur les marches. Martha et Miles aidaient. Le vendredi, c'est devenu un rituel à part entière. Miles aimait distribuer les petits pains. Il choisissait qui recevait quoi, comme un enfant qui distribue des cartes. C'est mon grand-père qui a fait ça, disait-il en tendant une torsade ou un scone. Et il le disait comme si c'était parole d'évangile, comme s'il le savait dans ses os. Un soir, il a ajouté, il a aussi appris à ma mère à faire de la pâte à tarte. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit, et elle va m'apprendre. Ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle lettre. L'automne suivant, nous avons de nouveau installé une table à la foire. Plus petite, plus simple, pas de discours, juste du café et des roulés à la cannelle. L'odeur avait l'habitude de déclencher Martha, de la faire reculer dans des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Cette année-là, elle a souri quand l'odeur l'a frappée. Je me souviens, a-t-elle dit, et ça va. Je l'ai cru. L'inspecteur a commencé à s'arrêter pour un café toutes les quelques semaines. Il a toujours payé le plein prix, a laissé un pourboire décent et n'a jamais mentionné la plainte ou la réunion. Je n'en ai pas parlé non plus. Nous savions tous les deux ce que disait le papier. Inutile de le redire. J'ai continué à écrire dans le livre des petites choses. Edwin disait, un homme a besoin d'un registre pour rester honnête. Il s'avère que ça vous rend reconnaissant aussi. La page 41 indique, l'orage a ouvert les portes. La vérité les a tenues. S'il y a eu une quelconque vengeance dans ce qui s'est passé, elle ne ressemblait pas à du feu, des cris ou des caméras. Elle ressemblait au temps, au fait de se présenter tous les jours quand les gens s'attendaient à ce que vous abandonniez. Au fait de rester immobile pendant que quelqu'un essayait de vous faire bouger de votre place. Les gens ont vu qui les a nourris quand les lumières étaient éteintes. Ils ont vu qui jouait des jeux. Nous n'avons pas gagné gros. Nous avons fait en sorte que ce soit assez juste pour vivre avec. C'est tout ce dont un homme comme moi a besoin. Qu'auriez-vous fait si la vérité qui pouvait laver votre nom avait mis 20 ans à faire surface? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos pensées.